Nous allons vous présenter maintenant les 10 documentaires que nous avons retenus. Le premier documentaire, c'est Innover pour le commerce. Et la question qui se pose, c'est savoir quel sera le comportement des consommateurs après la fin du Covid ou de la Covid. Les gens ne savent pas trop comment dire. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue. Après la crise, que restera-t-il? Entre-t-on véritablement dans une nouvelle ère du commerce? Les produits bio, locaux, de proximité continueront-ils d'avoir la préférence des consommateurs et des distributeurs? C'est en tout cas sur ces changements que mise Frédéric Merlin, dirigeant de la Société des grands magasins foncières de centres commerciaux de centre-ville, qui voit sa fréquentation augmenter depuis la réouverture. Le commerce de centre-ville, c'est aussi la priorité de Vilnius. La capitale lituanienne multiplie les initiatives pour le sauver, nous racontera Rodolphe Bonas, PDG de Ceacom. Et l'attrait pour la consommation locale survivra-t-il à la crise du Covid? Nous en débattrons avec Damien Coud, créateur de la plateforme J'aide les producteurs locaux, et Amandine Lucas, responsable commercial de l'atelier de Maison Lucas. Le mot de la fin, ce sera pour le designer Hubert de Malherbe, et ce sera sédentaire comme ce nouveau consommateur qui souhaite que tout vienne à lui désormais. Pour l'heure, ce sont les news. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Le deuxième documentaire que nous allons vous présenter, c'est Darty, une saga extrêmement intéressante des années 60. Le hasard, mais il faut, comme je dis par ailleurs, que si tu croises la fortune, offre-lui un siège. Un promoteur de parking nous invite à déjeuner chez Lucas Carton, place de la Madeleine. Je lui dis, mais vous construisez des parkings, est-ce qu'il n'y a pas des surfaces commerciales disponibles dans vos parkings? Faire le pari d'aller sous la place de la Madeleine, ça paraît fou. Et nous voilà devant une porte en bois avec un cadenas. Le chef du parking ne trouvait pas la clé. Il n'y avait pas de lumière et avec une lampe électrique, je vois un niveau de parking qui ressemblait au niveau 2. Donc le balcon assez bas, mais il y avait 1800 ou 2000 mètres carrés. C'était tellement drôle. Je dis, écoute, tu me vois, moi, négocier avec l'archevêque. Il dit, mais oui, bien attendez, on va lui prendre le premier étage. Et il y a une annonce qui est faite, et ça s'appelle Darty sous la Madeleine, et il y a une découpe du parking avec l'église, le magasin et 6 niveaux de parking. C'est un magasin en plein centre de Paris. La caractéristique de ce magasin, c'est que l'entrée du parking est jouxtée à une station de métro. Pierre Rollard, qui n'était pas avare d'idées originales. Mais si vous cherchez les prix les plus bas, descendez. Et les pas qui suivaient. Bien. J'arrive le matin et je vois des pas collés, marqués Darty, qui sortaient des Galeries Lafayette et du Printemps et qui allaient vers le magasin Darty. J'ai dit, Pierre, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Vous ne vous inquiétez pas quand même. Alors, je peux vous dire que les gens arrivaient. Mais quand on lui proposait ça, c'est là où il avait le sens du risque. C'est-à-dire qu'il était prêt à faire des choses que personne ne faisait. Le troisième documentaire raconte l'histoire glamour de Dim. Nous allons nous plonger dans les années 1960. Le quatrième documentaire est issu d'une série qui s'appelle Patron Incognito. La série que vous allez voir là est une caissière qui recadre son patron sans le savoir. Patron Incognito, inédit, mardi à 21h sur M6. Le cinquième documentaire va vous présenter ce que le réalisateur a appelé un monde parfait, ou plutôt le monde parfait. Notre rôle, effectivement, c'est pas de vendre le produit à la fin, mais c'est de mettre le client en condition de pouvoir acheter son. En gros, je vais être un peu cru, il faut qu'il pose son cerveau, qu'il oublie toutes ses contraintes. Il est dans un. Voilà, effectivement, il est chez Disney. Tout va bien, il est bien, il est dans son cocon. Et ça, c'est mon job. Notre
travail de direction de centre, hein, de centre commercial, c'est bien ça. C'est de livrer les clients prêts à consommer. C'est un peu ça. Et il ne faut pas que ça se voit. Et alors peut-être l'utopie, c'est qu'il faut qu'on arrive à transformer ça en rêve. Le 6e documentaire est un documentaire très, très intéressant sur la mondialisation, plutôt le début de la mondialisation au XVIe siècle. C'est 3 fois 1 heure de documentaire, donc assez long, mais extrêmement intéressant. China has represented the world's foremost economic power. Really, if you look at it, China had just napped for a little bit in the 19th century. Dans le documentaire en 3 parties intitulé Comment le métal blanc a façonné le monde, Michael Burke et Graham Hart invitent à déconstruire l'ethnocentrisme occidental. L'ethnocentrisme occidental, c'est quoi? C'est, quand on parle de l'histoire mondiale, l'habitude de placer l'Europe et les États-Unis en acteurs centraux et de parler de ce point de vue. Ici, les réalisateurs changent la focale et expliquent comment la Chine, à partir du XVIe siècle, a dominé la mondialisation. La Chine, dans cette histoire, a vu son destin lié à une matière bien particulière, l'argent. Only trust silver. It is almost like a religion in Chinese history. Depuis cette rencontre entre la Chine et l'argent, il y a 400 ans, la mondialisation s'est accélérée. Global trade really started, in the 16th century. We can see the world to some degree was beginning to be connected as an integrated whole. It's the first time the whole world was linked into one global network, and the most important element of this is silver. Le 7e documentaire que nous avons retenu décrit d'une manière originale la création du premier grand magasin, Le Bonheur des Dames. C'est au cœur du nouveau Paris d'Haussmann que naît l'invention la plus remarquable de la révolution industrielle. Regardez-moi ça. Nous sommes au paradis. Avec l'apparition du grand magasin, toutes les Parisiennes accourent, leurs passions se déchaînent et elles deviennent les proies d'un insatiable désir d'acheter. Merci. Merci, monsieur. C'est une véritable révolution sociale, car ces femmes de la bonne société étaient alors considérées comme des êtres inférieurs qui se devaient, pour leur sécurité, de rester cloîtrées dans leur foyer ou de ne sortir qu'accompagnées d'un chaperon. L'homme qui va les entraîner hors de chez elles s'appelle Aristide Boucicaut. Cet entrepreneur de génie ouvre en 1852 le Bon Marché. En inventant l'entrée libre, les prix fixes, le catalogue à distance et la livraison à domicile, premier rouage de l'aliénation et du progrès, il crée tout simplement les bases de notre société moderne de consommation. Mais il ouvre aussi la boîte de Pandore qui va mener les femmes sur le long et douloureux chemin de leur émancipation. Venez donc découvrir comment, il y a 150 ans, un petit marchand normand monté à la capitale a transformé notre monde et celui des femmes à jamais. Le 8e documentaire raconte l'histoire d'une rivalité de 2 génies de l'informatique, et je vous laisse regarder. The digital age was not born peacefully. It emerged from a bitter rivalry between 2 of the most influential minds the world has ever known, Bill Gates and Steve Jobs, the charismatic innovator. 2 brilliant thinkers willing to do whatever it takes to go down in history as the man who would make the computer personal and change the world forever. Le 9e documentaire est un nouveau magazine qui s'appelle On vous raconte. Et là encore, on décrit si on peut consommer autrement.
Chaque lundi, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On vous raconte. Cette semaine, une question. Est-il possible de vivre en consommant autrement? Le produit vaisselle, il peut facilement être remplacé par un savon de Marseille. Le plastique a envahi notre quotidien, mais il existe des moyens de s'en libérer. Ça fait 5 ans que j'ai pas payé 1 euro de lessive parce que c'est que de l'eau du robinet et de la cendre de ma cheminée. Certains ont décidé d'adopter un mode de vie ultra minimaliste. Il y a une toilette, douche et tout là-dedans. Oui, c'est très petit, hein. D'autres suivent la tendance et n'achètent que des vêtements ou des objets d'occasion. Consommer autrement, on vous raconte. C'est lundi à 21h05 sur France 4. Le dernier documentaire nous raconte l'invention du luxe à la française. C'est une excellente manière de voir l'influence du dirigisme sur la réalisation d'une industrie. L'image de la France est souvent associée à celle du luxe. Dans le monde d'aujourd'hui, les industries de ce secteur d'activité sont en grande partie françaises. Au premier rang des exportations, elles dépassent celles de l'aéronautique. Pourquoi les industries du luxe se sont-elles autant développées dans ce pays ? Cette histoire prend naissance sous le règne de Louis XIV. Au début du XVIIe siècle, les plus beaux tissus, les plus belles porcelaines, les plus beaux miroirs sont faits en Italie, en Chine, en Hollande, en Espagne. Madame. La France ignore totalement leur méthode de fabrication. Le face à main que vous regardez, Vénitien. Ces savoir-faire, le roi Soleil et Colbert, son ministre des Finances, décident de les obtenir. Secret de fabrication de l'art tout entier. Espionnage industriel, assassinat, aventure rocambolesque. Pendant 130 ans, les envoyés royaux vont parcourir le monde. L'industrie française du luxe va bientôt voir le jour.